Bienvenue à la première chronique sur les roches métamorphiques. Voici un joli gneiss. Mais on va se rendre au gneiss parce que j'ai pensé que ce serait une bonne idée de faire une séquence de métamorphisme progressif partant d'une roche à grains très très fins, essentiellement une roche sédimentaire dans ce cas-ci, jusqu'à un gneiss, la roche la plus métamorphique qu'on a. Donc, en termes de nomenclature, on commence avec des ardoises suivies de filades, de schistes et ensuite de gneiss. Et pour commencer, voici bon, ça c'est un siltstone avec lequel je commence. On imagine un siltstone. Donc la différence avec le siltstone ici et puis les roches qu'on va voir bientôt, celle-ci a encore quand même un aspect assez terreux. Donc c'est encore une roche sédimentaire. Avec le métamorphisme prograde qu'on va appliquer sur cette roche-là, la roche va avoir un aspect plus lustré, progressivement plus lustré, plus vitreuse. Et puis ça change un peu l'aspect de la roche. Donc, la première étape, c'est une ardoise. J'ai un bel exemple d'ardoise derrière moi. Je vais vous le garder pour la fin parce que c'est une roche cimante, mais une roche assez grosse, en fait. Mais ça ici, c'est un échantillon. C'est, en fait, ça pourrait être considéré une ardoise. On voit un certain clivage qui commence à se développer. Donc, c'est pas du litage. Maintenant, c'est du clivage, c'est de la fracture générée par un alignement des cristaux plats dans la roche. La roche est encore assez à grains fins. C'est difficile, voire impossible de reconnaître des grains dans la roche. Dans ce cas-ci, il y a quand même des porphyroblastes qui ont poussé des porphyroblastes de pyrite. Vous devriez la reconnaître celle-là. Puis il y a d'autres belles pyrites qui ont poussé là et là, donc des porphyroblastes de pyrite à l'intérieur. Donc ici, on aurait, c'est limite là, mais on aurait une ardoise. Donc, prochaine étape, donc au moins, c'est lustré un peu, c'est légèrement satiné, mais c'est pas aussi lustré que l'échantillon suivant. D'accord? Donc, ici, on aurait qu'est-ce qu'on appellerait une filite. Donc, une filite, des roches à grains fins, surface lustrée. Le lustre est donné par l'apparition de microcristaux de muscovite et ou de chlorite. Dans ce cas-ci, celle-ci a même développé une petite crinulation. On voit les crinulations, les linéations qu'on voit ici, c'est des charnières de plis. Donc ça, c'est des crinulations qui sont développées, puis on voit qu'il y a une fabrique quand même. Donc voilà. Une fabrique planaire développée dans la roche. Mais c'est une roche qui est pratiquement aphanitique, comme la dernière, moins les porphyroblastes. Et puis on appelle ça une filite. On progresse, on arrive maintenant à la prochaine roche, un schiste. Un schiste, puis là, la différence, on remarque, c'est qu'on voit des feuillets, des flocons de mica développés. Ça, ce serait un micoschiste. On voit, c'est bien développé, la taille de grain a quand même considérablement augmenté. Et puis, on voit qu'il y a une belle fabrique planaire de développer et puis que les cristaux sont bien développés aussi. Ça, ce serait un micoschiste. Il peut y avoir des porphyroblastes dans les schistes, il peut y avoir une variété de sortes de minéraux. Ça, c'est probablement un schiste à muscovite, mais on utilise souvent le terme micoschiste quand il y a une possibilité de plusieurs types de mica, puis on ne sait pas trop c'est lequel, c'est correct d'utiliser le terme micoschiste. Ensuite, on continue à métamorphoser. On pourrait arriver à une roche comme celle-ci, qui a cette texture-ci, une texture avec des rubans bien développés. Voilà. Les rubans qui sont quand même bien développés, des rubans qui consistent de minéraux plus mafiques, alternant avec des rubans plus felsiques. Et cette roche a des gros porphyroblastes de grenat. On les voit bien, je vais l'échantillon comme ça. On les voit bien comme ça, comme ça, comme ça. Bien développés. C'est un gneiss. Ça serait un nom approprié à pour cette roche-ci. Ce serait un gneiss abiotite et grenat. Okay? Puis, donc voilà, dans ce cas-ci, on a un gneiss qui est bien développé. Je vais ramener le gneiss de tout à l'heure, juste pour vous montrer que celui-ci, la différence entre celui-ci et en fait l'autre, je vais mettre les deux dans l'image. Celui-ci, les bandes sont extrêmement régulières en termes d'orientation et d'épaisseur. Celui-ci, c'est beaucoup plus variable. Donc, les gneiss peuvent avoir différents aspects. Ça demeure tout de même un gneiss, celui-ci. On a des bandes riches en biotite qui sont beaucoup plus importantes que celles qui sont riches en feldspath et quartz. Mais ça demeure quand même un gneiss. En anglais, des fois, on appelle ça un straight gneiss, un gneiss droit, tellement que les bandes sont bien formées et régulières.
Sauf que c'est ici, il y a sûrement un phénomène, vu la présence des porphyroblastes, ça peut affecter aussi la position des bandes et la régularité des bandes. Donc les bandes n'ont pas nécessairement besoin d'être régulières pour que la roche s'appelle un gneiss. J'ai une dernière roche ici. Non, j'en ai deux. J'ai une dernière roche ici, celle-ci. Qui, en fait, ça va être difficile avec la vidéo, mais ça, c'est une millonite. Et c'est une millonite parce que la taille des grains est réduite. Si on regarde de près ici, on voit que la taille des grains est atténuée. Que, en fait, si on comparait avec les gneiss qu'on a vu tout à l'heure, il y a juste une minute, que la taille des grains est beaucoup plus petite, que toutes les bandes sont atténuées, sont plus minces. Puis on imagine qu'une roche comme celle-ci pourrait être présente dans une zone de faille reliée à un dynamométamorphisme. Donc, l'exemple ici, regarde. C'est comme c'est mince, c'est plat. Il y a plein de petites bandes. En fait, les bandes sont très, très, très minces. C'est trop fin pour être un gneiss. Ça serait en fait une millonite. Ça, c'est... ça, voilà. Je vais juste reprendre le gneiss pour comparer ici. Faire une comparaison. Vous voyez, une des différences ici, c'est que le gneiss ici, il y a ces choses-là qui sont préservées. Ça, c'est un porphyroclaste. Un porphyroclaste qui est préservé dans le gneiss. Tandis qu'ici, il n'y a pas l'air d'en avoir de préservé. S'il y en avait, ils ont été complètement étirés et aplatis. Et puis, il y a quand même ici quelque chose qui se passe. Il y a l'air d'avoir des boudins. Donc, ça, c'est un autre terme qu'on n'a pas vu en classe. Des boudins de préserver. Donc, il y a certains... En fait, il agit comme porphyroplaste. Par endroits, c'est préservé, mais ça, un boudin, c'est relié à un étirement dans ce plan-là. Puis, ça forme des discontinuités dans une couche qui était continue avant. Donc, ça, c'est une roche qui est quand même plus déformée que celle-ci. C'est des deux roches très déformées, mais celle-ci est plus déformée que celle-là.